Cette conférence de presse est en fait un premier contact. Jean-Vincent Tunion, qu'on ne présente plus, journaliste et collaborateur de plusieurs publications, notamment Horizon Plus, et toute l'organisation de cette conférence de presse vous souhaite une bienvenue et une très très grande participation à ce qu'il va suivre. Vous avez été invité à cette conférence de presse pour savoir un peu en avant-première ce qui va se passer à la maison du parti du 19 au 23 mars prochain. On annonce un événement un peu exceptionnel dans son concept. C'est le Wellness Fair, la foire du bien-être. Et ce concept, cette foire, est organisée par le docteur Tapa, qui est à mes côtés, qui est directeur exécutif d'une organisation qui s'appelle Health Horizons International. Roger Tapa est médecin issu du CUS, promotion de 1991. Mais depuis 1997, il vit aux États-Unis. C'est pour cela que le concept et la foire elle-même sont orientés très anglophones. Parce que ça s'explique un peu par le pays qu'il a accueilli, où il a eu l'autorisation d'exercer, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme quelque part de médecin pour exercer partout, non. Quand vous arrivez dans un autre pays, vous devez montrer patte blanche, avoir d'autres certifications pour pouvoir exercer dans ce pays-là. Donc il exerce aux États-Unis, mais il a pensé à revenir vers le Cameroun, apporter ce qu'il a appris là-bas, et le concept du bien-être, qui n'est pas seulement avoir de l'argent, qui est beaucoup plus avoir de la santé, mais la santé dans toutes ses dimensions, santé corporelle, santé mentale, santé financière, santé dans tous les domaines. Il a pensé que ce concept du bien-être doit être expliqué de meilleure façon aux Camerounais. C'est pour ça qu'il a conçu avec des partenaires dont il va décliner tout à l'heure l'identité, cette foire du bien-être qui va se dérouler en mars prochain à la maison du parti de Bonadjo. Merci Jean-Vincent, merci Edgar. Et je voudrais remercier les autorités et tous ceux qui ont voulu laisser une partie de leurs occupations pour être ici avec nous ce soir. Je suis le docteur Tapa, je suis le directeur exécutif de Health Horizons International. C'est une organisation non gouvernementale qui est basée dans l'État du Texas et qui exerce au Cameroun depuis 2002. Ça, ce n'est qu'un l'un des événements, l'un des activités que nous avons eu à mener sur le territoire camerounais depuis qu'on exerce ici. Alors, et pour revenir au contexte qui nous réunit ici ce soir, le Wellness Fair, c'est un nouveau concept de prise en charge en matière de santé des communautés. Et je vais vous raconter un peu l'historique du concept. Il y a quelques années, on se rend compte que les gens sont de plus en plus malades. Malgré le développement de la technologie, malgré la multiplication des ressources humaines, malgré la multiplication des hôpitaux, les gens sont de plus en plus malades. Et beaucoup de nos ressources, c'est-à-dire les budgets, qui étaient alloués à la santé, augmentés de façon vertigineuse chaque année. La question s'est donc posée à un certain moment de savoir, est-ce qu'il vaut la peine de continuer à investir dans le même sens pour combattre un problème qui ne cesse d'être croissant? Comment expliquer que plus on soigne les gens, plus ils sont malades? C'était ça la question. Est-ce que le fait de multiplier les structures de soins et tout ça apporte vraiment la solution? Sinon, où se trouve le problème?
Voilà le concept. Il s'agissait pour une fois de cesser de s'intéresser à la maladie et de s'intéresser à celui qui est malade, c'est-à-dire à l'homme qui subit la maladie. Et donc, si on s'intéresse un moment à l'homme qui subit la maladie, on s'intéresse également à quelles dispositions l'homme prend pour résister à la maladie. Et du coup, on se rend compte que le concept de santé est plus vaste qu'on ne peut penser. Il s'agit finalement non seulement d'une santé corporelle, c'est-à-dire physique, mais il faut également regarder comment les gens vivent, comment les gens conçoivent les soins du corps, comment les gens conçoivent la notion de santé. Et du coup, on va se rendre compte que le mode de vie des populations, le mode de vie que ce soit dans le tiers-monde, dans les pays développés, a un rôle important à jouer dans l'état de santé des populations. Pour illustrer cette différence, les États-Unis, qui sont numéro 1 dans le monde en matière de technologie, en matière de pouvoir d'achat, en matière de ressources humaines qualifiées, c'est l'un des pays les plus malades de la planète. C'est curieux, mais c'est vrai. Et à un moment donné, ils se sont mobilisés pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas. Et pour bien comprendre, il fallait se retourner vers quelqu'un qui se porte mieux. On ne crée rien, on regarde ce qui marche ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont observé l'exemple du Japon, qui est l'un des pays qui se porte bien, où la longévité est la meilleure dans le monde. Et on s'est rendu compte que entre le mode de vie de l'Américain et le mode de vie du Japonais, il y avait une grande différence. Première chose, les Japonais boivent beaucoup d'eau. Et comment ça s'explique? C'est 2 tiers de votre corps. Vous ne pouvez pas prétendre prendre soin de votre corps sans prendre soin des 2 tiers qui sont l'eau. Deuxième constat, les Japonais prennent une attention particulière à la nutrition. On ne mange pas pour se rassasier, on mange pour prendre soin du corps. Et on se rend compte que là encore, ils font beaucoup attention. Ils mangent beaucoup de crudités. Comment expliquer que les gens mangent des choses crues alors que quand on les prépare, ils n'ont plus de goût? Ils ajoutent des suppléments à leur alimentation. Comment expliquer que les gens prennent des comprimés tous les jours qu'ils mangent? Ça, c'est un autre constat. Troisième chose, les Japonais font beaucoup d'exercices. C'est des gens qui sont toujours en train de marcher, toujours en train de faire l'exercice. Du coup, on revient en Amérique où les gens boivent très peu. Qu'est-ce qu'ils boivent? Du café, du thé, des jus, mais pas de l'eau. Les gens boivent très peu. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent beaucoup des trucs agréables, les fast-food comme on les appelle là-bas, mais ils prennent très peu soin de ce qu'ils mangent. Troisième chose, ils font très peu d'exercice. Il y a un slogan qui disait que là où l'Américain trouve un endroit plat, il s'assoit. C'est un peu pour dire jusqu'où les gens faisaient moins d'efforts en matière d'exercice. Du coup, quand on compare les deux systèmes et les deux modes de vie, on comprend qu'il y a un mode de vie qui maintient les gens en santé et l'autre qui rend les gens malades. À partir de ce moment, on s'est dit, mais il faut regarder le problème autrement. Il faut regarder le mode de vie des populations pour les aider à bien se porter. Et pour revenir au wellness fair, il fallait aller vers les communautés cibles, identifier quels sont leurs problèmes environnementaux qui influencent leur état de santé. Vous ne pouvez pas apporter des solutions à ce que vous ne connaissez pas. Si vous voulez aider les gens à bien se porter, vous devez les connaître. Et les connaître, c'est connaître comment ils vivent, comment ils se comportent, comment ils font par rapport à tel ou tel sujet. C'est pour ça que pendant le Wellness Fair, les plus grands sujets qui seront adressés, ce seront les sujets qui concernent les communautés camerounaises, qui peuvent être étendus à d'autres communautés, mais les études ont été menées dans les communautés camerounaises en premier.
si on s'intéresse au mode de vie des gens, ça veut dire que leur santé physique est importante, leur santé morale est importante, comment ils pensent, comment ils se comportent, c'est important pour l'état de santé, comment ils vivent financièrement parlant, parce que tout tourne autour de là à un moment donné, ça c'est important. Comment ils vivent avec leur famille, c'est important, parce que c'est un ensemble, ça se tient. La vie de famille est importante, la santé familiale est importante pour permettre à l'individu de bien se porter. Et à la fin, donc, comment ils vivent en société. La vie en société, c'est un facteur qui influence la santé des individus. Ainsi donc, le wellness fair, le wellness concept que nous développons, s'articule sur 5 piliers. Voilà donc le problème posé. Health Horizon International, que je dirige et qui travaille ce concept depuis des années, s'attelle à trouver les solutions les plus appropriées qui sont actuelles et qui peuvent aider à résoudre le problème qui existe. C'est pour ça qu'au cours de tout ce que nous faisons, on s'intéresse non seulement à poser le problème, mais à proposer des solutions qui sont viables et des solutions qui sont pratiques. C'est-à-dire qu'au sortir d'une conférence de Health Horizon ou bien du Wellness Fair, comme ce sera le cas du 19 au 23 mars, vous pouvez commencer à mettre en œuvre les conseils de santé qu'on vous a donnés qui ne vous coûtent rien et avoir des résultats au bout d'une semaine et en évoluant. Voilà le concept, comment il est articulé, et il sera développé en détail pendant le faire. Chaque jour correspond à un pilier, c'est-à-dire le thème de chaque journée correspond à un pilier, et tous les événements qui vont se faire ce jour s'articulent autour de ce thème. Donc voilà un peu résumé, pris ensemble les différents aspects du concept. Merci. Bien, merci. Voilà. Le docteur Tapa mérite des félicitations parce qu'il a très bien résumé ce qu'il veut faire, le message qu'il veut faire passer. Alors, rappelons que l'important, dit-il, c'est de s'intéresser plus aux malades qu'à la maladie. Le concept de santé est plus vaste qu'on ne le pense généralement. Être en bonne santé ne signifie pas seulement l'absence de maladie. Le mode de vie a un impact fondamental sur la santé des gens. Et il a cité les différences qu'il y a entre le japonais et l'américain. Le japonais qui boit beaucoup d'eau, parce que notre corps a 2/3 d'eau. La nutrition, il prend beaucoup de crudité, il supplémente sa nutrition et il fait beaucoup d'exercice. Et il a dit que la santé est fondée sur 5 piliers. Le pilier physique, le pilier moral, le pilier financier, le pilier de la famille et le pilier de la société, et que lors du Wellness Fair, chaque jour sera consacré à un pilier. Je crois avoir résumé ce qu'il a dit. Vous avez maintenant la parole pour poser des questions, mais certaines personnes, je ne sais pas si on est tous journalistes dans la salle, certaines personnes peuvent éventuellement contribuer. Je voudrais juste savoir, pour la gouverne de ceux qui sont ici, est-ce que la foire que vous proposez d'organiser permettrait également à votre structure de mettre à la disposition du public un ensemble de produits qui vont résoudre le problème qui a été développé dans la problématique de départ, c'est-à-dire trouver des solutions aux problèmes de santé des Camerounais? L'un des premiers produits qu'on va mettre à la disposition de la population, c'est des produits éducatifs. Parce que sans éducation, vous ne pouvez pas prétendre arriver à un état de santé valable. Il y a des produits éducatifs qui seront sous forme vidéo, sous forme manuscrit, qui seront mis à la disposition des populations. Maintenant, parlant des produits, il y a des nutritionnels qui seront recommandés
aux populations, parce que là, le problème, en fait, l'un des grands problèmes des nutritionnels sur le Cameroun, c'est non seulement la variété des nutritionnels disponibles, mais le coût qui est un facteur extrêmement limitant. Nous, on s'attelle à vous rechercher le nutritionnel qui, en vous donnant le plus d'avantages possible, vous coûte le moins cher possible. Et l'un des produits qu'on va proposer aux gens, ce n'est un secret pour personne, peut-être le connaissent déjà, c'est l'un des rares nutritionnels sur le marché qui, avec moins de 300 francs CFA par jour ou avec 2 gélules par jour, on peut avoir la dose journalière recommandée. Ou à moins d'une semaine, vous pouvez avoir un résultat. Donc, il y a des produits qui seront proposés aux populations par rapport à ça. Un autre produit innovateur qui sera proposé aux populations, c'est le sport. Sur le plan du sport, vous êtes comme moi, c'est contraignant quand on est occupé à travailler, quand on est occupé à gérer les problèmes de la famille. L'un des gros problèmes des gens quand il s'agit du sport, c'est le temps. Et c'est ce que tout le monde évoque quand on dit qu'il faut faire le sport. Nous, on se charge de proposer à la population des méthodes non contraignantes qui vont permettre de concilier et la vie professionnelle et la vie familiale et la vie physique personnelle en faisant du sport d'une certaine manière. Voilà un autre produit innovateur et on a des partenaires internationaux qui seront là pour vous éduquer par rapport à ce genre de produits. Peut-être je vais vite en besogne. Après cette étude comparative entre le mode de vie japonais et américain, et après l'étude qui a été menée sur les communautés au Cameroun, j'aimerais savoir qu'est-ce qui ressort de votre étude. C'est vrai, pendant les 5 jours, on aura l'occasion d'entrer dans les détails, mais moi je voudrais peut-être déjà avoir une idée. Est-ce que les Camerounais boivent beaucoup d'eau, consomment moins d'eau? Est-ce qu'ils s'alimentent mal, entre autres? Merci. Par rapport aux études faites sur le Cameroun, les constats, je vais rester un peu grosso modo parce que c'est assez détaillé. Je vais vous dire sur le Cameroun par exemple, la santé physique est secondaire. C'est pour ça que vous allez rarement voir quelqu'un qui vous dise qu'il a du temps pour aller faire le sport par jour. On a du temps pour tout sauf pour son corps. Le Camerounais, comme partout ailleurs également, prend très moins soin du corps. On travaille 12 heures dans la journée, mais on manque 30 minutes pour prendre son repas, on manque 1 heure pour faire son sport, mais on travaille tous les jours que Dieu a créé jusqu'à faire des heures supplémentaires. Deuxième constat, et qui est triste, c'est qu'on demande au corps sans lui donner les moyens de tenir. Prenez par exemple les lieux de travail. Vous n'avez pas d'eau dans les lieux de service. Vous n'avez pas de toilettes appropriées dans beaucoup de lieux de service. C'est le lieu de le dire. Vous imaginez un endroit où les gens passent 8 heures de temps de leur vie chaque jour. Il n'y a pas de toilettes appropriées. Imaginez les répercussions sur l'état de santé. Ça, c'est sur la prise en charge du corps. On voit de plus en plus des gens qui ont des élans de révolution, parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas autant de salles de sport au Cameroun qu'on le trouve maintenant. On ne voyait pas autant de gens le week-end se déployer pour aller faire du sport. C'est déjà un début, mais il faut que les gens harmonisent ça. Ce n'est pas la quantité du sport qui fait du bien à la santé, c'est la régularité du sport qui fait du bien à la santé. En gros, quelqu'un qui fait ses 20-30 minutes par jour, 4 fois par semaine, c'est mieux que celui qui fait 3 heures le week-end en une fois. Donc vous comprenez que c'est des constats qui sont pas très différents des constats qu'on fait ailleurs, mais il y a eu des constats particuliers au Cameroun. Sur la santé morale, on observe beaucoup de pollution. Il y a la pollution morale qui est un problème au Cameroun. Je vais vous prendre de petits exemples. Vous allez voir que la corruption, c'est quelque chose de normal ici. Quand vous dites que le policier vous a arrêté, vous avez perdu 30 minutes, si vous êtes autour de 10 personnes, 9 vont vous demander, il fallait lui donner 1000 francs évidemment. C'est devenu normal. Dans une société, ça devait inquiéter les gens. C'est une forme de pollution, quelque chose d'anormal qu'on a institutionnalisé. Ce n'est qu'un petit exemple. Maintenant, regardez un peu
au niveau l'extravagance. L'extravagance, ça a un prix sur la santé des individus. Vous croyez, quand vous regardez le revenu moyen des Camerounais et vous voyez le niveau de vie qu'il y a dans les rues au Cameroun, vous avez de la peine à croire que c'est vrai, que c'est dans le même pays qu'on décrit que les gens vivent mal. Vous pensez qu'ils font comment pour supporter ce niveau de vie? Allez un peu à la douane, je suis désolé de le dire, allez un peu à l'aéroport, allez un peu partout dans les services et vous voyez comment les gens vivent, vous allez comprendre. Vous passez votre journée à martyriser les gens, vous vous martyrisez. Sur le plan de la santé, vous prenez des à-coups, c'est inévitable. Maintenant, une autre forme de pollution ici. Combien de parents ici ne pensent pas que c'est à l'étranger que leurs enfants vont réussir? Très peu. Je suis persuadé, très peu. Et pourquoi ils pensent que c'est à l'étranger que les enfants doivent réussir? Parce qu'eux-mêmes ont démissionné de leur fonction de base. L'éducation de l'enfant, ce n'est pas à l'école qu'on le fait, c'est à la maison d'abord. C'est à la maison d'abord. Et vous voyez un parent qui s'est endetté, il a vendu les biens, il a pris l'argent d'un avion pour envoyer l'enfant à l'étranger. 2 ans après, il se rend compte que l'enfant ne fréquente même pas là-bas. Pendant ce temps, les dettes les torpillent ici. Vous croyez que qu'est-ce qui va se passer? Il y a une répercussion sur l'état de santé. Il y a une répercussion sur l'état de santé. Et c'est devenu la mode. J'évoque ça particulièrement parce que c'est la mode. C'est presque 4 familles sur 5 qui pensent comme ça. Et c'est ça. Il faut regarder le problème de la société où il se trouve. Quand vous prenez l'exemple des ménagères qui font 5-6 réunions, et vous comprenez que c'est une femme qui passe d'une réunion à l'autre, qui résout un problème d'une réunion à l'autre à longueur de semaine, à longueur du mois, sous pression financière constante. C'est normal qu'elle ait des à-coups sur son état de santé. Les AVC qui se développent au Cameroun, ce n'est pas un phénomène sorcier, c'est lié au mode de vie des populations. Il suffit de regarder avec attention et du recul et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas loin que dans le comportement des gens. Donc, ça c'est un peu regarder au niveau de la santé familiale maintenant. J'ai parlé tout à l'heure des parents qui ont démissionné. Au niveau de la santé familiale, combien de parents mettent encore du temps pour leurs enfants? Au Cameroun, on résout le problème des enfants avec l'argent. C'est scandaleux et c'est dommage. Vous voyez, on a développé des thèmes sociaux. Enterrement, veiller sans corps, veiller avec corps, enterrement, funérailles. Vous voyez des collations, services traiteurs, et j'en passe. C'est des phénomènes sociaux qui ont un impact sur la vie de la famille. Et vous vous rendez compte que les parents, pendant qu'ils font veiller sans corps, veiller avec corps toute la semaine, des réunions par-ci, ils ont quel temps pour la famille? Il n'y a pas de miracle. Prenez les bars, c'est un bar pour tous en l'an 2012. Vous ne me démontrez pas le contraire. Vous imaginez un parent qui peut quitter le bureau sans arriver à la maison, s'arrêter au bar et faire 2 heures, 3 heures avant d'arriver à la maison. Quel impact il a sur son enfant? Quel est le temps qu'il a pour connaître cet enfant? Vous connaissez combien de familles ici? Combien de familles mangent ensemble? On s'est tellement occidentalisé au Cameroun qu'on dépasse même déjà les Occidentaux. Combien de familles s'asseyent ensemble pour partager? Vous ne pouvez pas connaître vos enfants en dehors de ce cadre. C'est ce cadre qui permet de se connaître. Il y a beaucoup de parents ici qui ont dit que l'enfant est ceci. Il dit non, mon enfant ne peut pas être ça. Il ne connaît même pas l'enfant. Il ne connaît pas. Il est surpris, le premier surpris quand on vient se plaindre de son enfant. Donc ça, c'est des écarts sur le plan familial. Sur le plan de la société en général, vous allez vous rendre compte qu'il y a la mode. Il y a la mode. Au Cameroun, on se comporte plus selon son bon sens. On se comporte parce que l'autre a fait comme ça. Ça a un impact sur l'état de santé. Et le corollaire, c'est quoi? On a des AVC à 30, 35, 40 ans. C'est scandaleux.
les petits-enfants de 10 ans vous parlent de l'AVC, dans un pays, un terme hautement scientifique, une maladie hautement rare, qui jadis était de prévalence chez les Occidentaux. On les a même battus maintenant. Étudiants en médecine en 85-86, on nous déplaçait pour aller voir un cas d'AVC dans un hôpital où il y a un. Et c'était des gens de 65 ans en montant. Qui ici aujourd'hui ne connaît pas l'AVC? Même sans être médecin, sauf si vous n'êtes pas à la mode. L'AVC c'est pour tout le monde. Vous voyez 30 ans, 35 ans, allez curieusement à la mort, les mises en bière. Vous vous tenez là, ne parlez même à personne. Vous allez sur les causes de mort, c'est regrettable. Donc ça, le mode de vie a un impact incroyable sur l'état des populations. Il y a quelques années au Cameroun, les cancers, c'était pas très courant. Le cancer, on connaissait le terme à peine, mais on ne connaissait pas la maladie en tant que telle. Aujourd'hui, le cancer du sein, ça a pris de l'ampleur dans nos sociétés. C'est incroyable. C'est des phénomènes sociaux qui se développent et qui méritent qu'on prenne du recul pour regarder d'où ils viennent. On ne peut pas par un coup de baguette magique soigner tous les cancers aujourd'hui. Mais on peut identifier les causes qui favorisent l'évolution de ces cancers. Et c'est ça l'intérêt du Wellness Fair. C'est ça l'intérêt de cette conférence. C'est pour permettre que tous ensemble, on commence quelque part. On n'a pas la prétention d'avoir une solution miracle, mais on pense qu'il est temps qu'on s'attelle à commencer le problème quelque part. Joseph Oulinga, je travaille pour le journal Le Messager. Je vais m'intéresser à l'aspect pratique. Je vais poser la question de manière triviale. Une fois que la foire est terminée, une fois que vous avez cerné le problème, comment est-ce que vous entendez le résoudre pour que l'impact se ressente sur les populations? Les solutions et leur impact. Je vais vous dire des choses assez simples par rapport à la foi elle-même. Quand on parle de la santé du corps, au sortir d'ici ce soir, beaucoup vont expérimenter ce qu'on aura dit, même à petite échelle, et ils vont donner leur expérience dans une semaine, 2 semaines. L'eau. Combien de personnes ne connaissent pas l'eau ici? Alors, combien de personnes ne connaissent pas que l'eau est importante pour le corps? Combien de personnes donc boivent l'eau normalement? Pardon? Je vais vous dire, quelqu'un m'a dit quelque chose qui n'a même pas de goût. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne boivent pas parce qu'ils ont peur de pisser. C'est une réalité chez nous. Les toilettes publiques n'existent pas. Et vous voyez des grandes structures, même les supermarchés dans lesquels vous allez faire les courses avec autant d'argent, qui n'ont pas de toilettes. C'est tout simplement aberrant. Est-ce qu'il est impossible au Cameroun qu'on sorte un test de loi, même au niveau de la communauté humaine, pour que chaque structure qui accueille 5 à 10 personnes ait des toilettes appropriées? Ça ne coûtera rien à l'État, mais ces opérateurs économiques seront tenus de faire ces toilettes pour eux-mêmes, pour le personnel et pour les visiteurs. Donc, c'est des solutions qu'on va proposer, entre autres. Il y a il y a une panoplie de solutions et on ne peut pas les dérouler toutes ici, mais je voudrais vous rassurer qu'à la fin de la foire, ce sera le début du Wellness Fair. Ça veut dire qu'on a tout un programme qui va s'étendre dans les établissements scolaires, qui va s'étendre dans les communautés, et on a la primeur de travailler avec des volontaires, par exemple du Peace Corps aux États-Unis. On a la primeur, on a la chance d'avoir le support de l'ambassade des États-Unis. On peut vulgariser ces concepts facilement au sein des établissements scolaires, au sein des communautés, même rurales. Voilà. Je suis Alex Coco-Adam, je suis directeur de publication du journal Le Parcours. En fait, docteur, moi je voudrais savoir quelles sont les stratégies que vous mettrez en place pour faire participer le plus grand nombre des Camerounais à cet événement. Les stratégies mises en place, c'est déjà une campagne d'information par rapport au concept lui-même, qui a commencé d'ailleurs
Et c'est le début d'une cavale médiatique. Ça, c'était l'un des clous pour le début de l'information avec les médias, qui sont les meilleurs véhicules possibles pour un événement de cette envergure. Il fallait qu'on en parle avec les médias, il fallait qu'on éclaircisse pour qu'ils puissent relayer au sein de la communauté l'information et l'intérêt de l'événement pour la communauté. Autre voie et moyen, c'est on a la publicité sur Internet qui est aujourd'hui un outil inévitable, incontournable. On a des campagnes de sensibilisation au sein des universités. Par exemple, avec une conférence qu'on organise à l'université de Douala le 6, c'est, je crois, si je m'abuse, à 15h avec les étudiants, qui sera, dont l'objet est d'informer les étudiants sur le concept, les futurs médecins qui sont là-bas sur le concept, et les amener à comprendre qu'ils pourront apprendre mieux en venant, par exemple, à cette fois. Il y a également des actions individuelles au sein des associations où on informe en particulier ces associations de l'événement qui aura lieu, et on aura des spots publicitaires qui vont passer à la radio et à la télé par rapport à l'événement, et bien d'autres. Bien évidemment, c'est un travail, je le disais tantôt, c'est un travail de beaucoup. Et il y a des émissions radio et télé qui vont commencer à partir de maintenant sur une base plus ou moins régulière jusqu'à l'événement, ce qui va permettre d'informer le maximum de personnes possible. Et comme je vous disais, les établissements scolaires, c'est notre cible. On a des événements qui concernent exclusivement les jeunes et qui seront vulgarisés au sein des établissements avec des compétitions, des contests qui seront primés ce jour à l'événement. Donc, on a pris des dispositions pour informer le maximum de personnes partant des élèves étudiants, au groupe des associations et des autorités administratives. Je suis Ignace Yombi, je travaille pour l'hebdomadaire des Perriers. Je voulais savoir les modalités d'accès à cette foire, les modalités d'accès. Et puis, est-ce qu'on peut avoir, moi j'aime tous les chiffres, excusez-moi, est-ce qu'on peut savoir à peu près le coût de l'organisation de cette foire? Merci. C'est un événement public et communautaire qui est ouvert au public et qui est gratuit. Il y aura exceptionnellement, je crois que c'est le Zumba concert qui sera payant, mais toutes les autres journées, sur les 5 journées, sont pratiquement gratuites d'accès. Maintenant, le coût d'un événement comme ça, je ne voudrais pas m'aventurer. Je suis le speaker, mais c'est le travail de quelqu'un d'autre, le coût de l'événement. Je sais que c'est lourd, mais je n'ai aucune idée vraiment du coût. Je joue mon rôle et peut-être qu'ils vont m'informer après. Je n'ai même pas pensé qu'il fallait que je demande ce que ça coûte. Je vais pour demander la météo. Juste pour savoir, est-ce qu'on peut avoir les noms des organisations partenaires qui vont venir de l'extérieur exactement? Ils seront combien et quels seront les rôles exactement? Merci. Les partenaires, on a le Zumba Fitness International. C'est un club qui est mondialement célèbre en ce moment, qui fait un genre de sport qui correspond à la famille, aux individus, aux compagnies et tout, qui a prouvé être efficace dans le régime, la prise, la baisse de poids et autres, sans contrainte pour celui qui travaille. Vous pouvez le faire dans votre chambre, vous pouvez le faire avec les enfants, vous pouvez le faire sans chercher à aller quelque part dans une salle quelconque. On a ce club qui va nous venir en appui pendant la semaine et on a beaucoup de partenaires. On a le Peace Corps, comme je disais tout à l'heure, qui vient des États-Unis, qui va avoir des speakers, qui va avoir des gens qui vont nous aider dans l'organisation également. Et on a l'ambassade des États-Unis qui nous vient en appui. Ajouter à ça les partenaires locaux que je me réserve de citer parce que c'est pas mon travail. On a beaucoup de partenaires locaux, les compagnies et tout ça qui vont participer à l'événement avec nous.
Voilà, il était entendu que la foire devait se dérouler du 20 au 22 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit repoussé en mars? La foire avait été initialement prévue du 20 au 22 janvier. En fait, c'était un événement de 3 jours. Compte tenu de l'ampleur, nous, on a condensé l'événement sur 3 jours parce qu'on voyait la lourdeur des implications, qu'elles soient financières, humaines et autres. Mais compte tenu de l'importance du sujet et de l'intérêt que ça porte pour la communauté, nous avons été saisis par les sponsors de l'événement pour qu'on en fasse 5 jours comme initialement on avait pensé et qu'on repousse l'événement pour mieux l'organiser et pour mieux impliquer certaines ressources dans l'organisation. Et c'est la raison pour laquelle on a annulé du 22 au 23 pour passer du 19 au 23 mars. On pense qu'avec ce délai, on peut impliquer autant de ressources et préparer l'événement de façon adéquate pour répondre aux exigences de ce concept qui est nouveau. Et avec cette nouvelle date, le hasard fait que l'événement va coïncider avec la célébration de la Journée mondiale de l'eau, habituellement célébrée le 22 mars de chaque année. Je voudrais juste vous demander si vous avez pensé à impliquer la SNEC. Nous avons besoin d'eau, de l'eau potable surtout. Par rapport à la SNEC, pour répondre à la préoccupation Kamwata, comme on l'appelle maintenant, il y a plusieurs noms, nous avons effectivement impliqué ces opérateurs sans lesquels on ne peut pas résoudre le problème. On les a invités déjà à cette conférence pour qu'ils prennent connaissance. On leur a adressé officiellement les documents qui expliquent l'événement pour qu'ils comprennent ce qu'on veut faire et pour que ensemble on puisse apporter une solution à ce problème d'eau. Donc, pour vous rassurer, on travaille en partenariat, 1, avec les autorités publiques et 2, avec toutes les parties prenantes dans le secteur où nous on opère. Je suis Mbenda Paul, enseignant retraité. Ce n'est pas une question, mais c'est une suggestion. Dans les établissements, il existe des départements appelés départements de sciences de la vie et de la terre. Et je crois 1 ou 2 fois par an, la délégation régionale de l'enseignement secondaire organise des séminaires à l'intention des enseignants de la science de la vie et de la terre. Je ne sais pas si le docteur peut se rapprocher auprès de la hiérarchie de l'éducation pour organiser un séminaire à l'intention de ces enseignants. En une journée, même pas en une journée, parce que ce que vous avez développé là en 30 minutes, vraiment, si chaque élève pouvait avoir ça dans sa tête, il véhiculerait cela en famille et je crois que le message porterait beaucoup plus parce que nous avons besoin de ces jeunes-là. Parce que c'est pour eux que vous faites tout ça. Merci. Pour ceux qui connaissent Health Horizon International, ils savent que à chaque fois qu'on nous interpelle pour parler d'un problème à un groupe, si réduit soit-il, on est présent. C'est notre mission, notre première mission est éducative en matière de santé. Et ce sera toujours un plaisir. Je peux vous rassurer, si un tel séminaire est organisé, je paye mon billet d'avion et je viens participer. Le seul handicap, c'est que on ne peut pas être en amont et en aval. L'organisation parfois du séminaire, c'est le problème. On ne peut pas être les mêmes qui organisent et les mêmes qui... Chaque fois, là où ce que je peux vous rassurer, c'est que chaque fois qu'on est interpellé, on est invité pour un séminaire du genre, on sera là. Rosalie Gessler ici, RTL Télévision et RTL Radio. Depuis quelques temps déjà, c'est devenu la nouvelle donne. On nous parle de la main verte, on nous parle de se nourrir de plantes, on nous parle de maraîcher bio.
Je crois que tout le monde a entendu la rengaine depuis quelques temps déjà. Qu'est-ce que Health Horizon International à travers Wellness Fair nous apporte de nouveau? Et deuxièmement, il a dit tout à l'heure que la cible c'était les élèves, c'était les jeunes. Pourquoi? Pourquoi avoir choisi les jeunes? Vous savez, je vais prendre l'exemple du pays où je vis depuis un certain temps. Aux États-Unis, quand vous voulez faire passer quelque chose, 70% des marchandises vendues dans le store passent par les enfants. Beaucoup de parents ne connaissent même pas les marques, c'est-à-dire que ce soit l'eau ou bien les jus ou machin. Mais l'enfant, lui, quand il a vu le spot passer à la télé, c'est lui qui en parle. Et parfois, quand vous êtes à la boutique, c'est lui qui prend pour mettre dans le chariot. Vous comprenez quel impact les enfants peuvent avoir sur le fonctionnement de la famille. Très souvent, quand le père ou la mère est au courant, les enfants ne sont pas au courant. Mais la plupart des cas, quand l'enfant est au courant, il y a de fortes chances que les parents soient au courant. Surtout si ce n'est pas des interdits. C'est pour ça qu'on pense qu'en allant avec les jeunes et en implémentant des notions à la base, on peut arriver à des solutions viables. Je prends la morale. La morale à l'école primaire, c'est ça qui apprend à l'enfant ses premiers pas dans la vie. Dire bonjour, merci, respecter les gens et être utile à la société. Ça, c'est la base de toute éducation. Maintenant, si vous évoluez un peu plus au niveau du lycée, vous avez l'instruction civique qui apprend aux gens comment interagir avec leur environnement, notamment le pays. Il faut respecter le pays, il faut respecter la loi, il faut respecter les autorités. C'est la base du succès, c'est la base de l'éducation. C'est par là que ça passe. Alors, si vous pensez que c'est important que les gens sachent comment bien se porter, ça veut dire que les enfants ont un rôle important à jouer dans le processus. Et c'est pour ça que je disais tantôt, à la fin du Wellness Fair, le Wellness Fair va commencer. Parce qu'on a tout un programme. Tout un programme. Le programme, si on a ciblé les enfants, ça ne veut pas dire qu'il est limité aux enfants. On a seulement choisi une cible de vulgarisation qui va nous permettre de ne laisser personne après. Si vous prenez un exemple ici, si vous allez en ville, vous allez trouver des restaurants diététiques. Il y a les diet restaurants, déjà ici. Ça, c'est appréciable, on est content. Hein? Mais, allez voir les convives. C'est souvent les parents seuls, c'est des adultes. Vous n'êtes pas les enfants là-bas. Qu'est-ce que vous pensez que les enfants deviennent pendant que vous êtes en diet? Vous ne pouvez pas résoudre un problème de cette manière. Par contre, en éduquant l'enfant sur l'intérêt de l'eau, sur l'intérêt de la propreté, sur l'intérêt de la nutrition, vous finissez par fonder les bases d'une bonne santé. Éduquer les enfants par rapport à l'honnêteté, éduquer les enfants par rapport au respect de l'autre, c'est une base. Cultiver aux gens que vous ne pouvez pas tenir les autres en respect sans vous tenir en respect. Vous ne pouvez pas détester les gens sans vous détester. Vous ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un sans vous faire du mal. C'est les éléments de base de la société. Et si on veut détruire le mal, c'est par là qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut commencer. C'est pour ça que nous pensons qu'il est tout à fait judicieux de mettre un accent particulier sur ce groupe social, de mettre un accent particulier sur ces jeunes qui commencent. Parce que ce qu'ils auront acquis, c'est ça qui va évoluer dans la société future. Et comme il le disait tantôt, ce n'est pas seulement pour nous que nous le faisons, c'est beaucoup plus pour ces enfants. Voilà. Par rapport à ce que nous apportons de nouveau, parce qu'on dit aux gens de manger naturel, de manger les bio et tout ça, c'est pas faux. Manger bio, c'est très bien. Ce que nous apportons de nouveau, c'est éduquer les gens, non seulement sur l'intérêt de manger bio, mais comment manger bio et l'impact de manger bio.
Quelles sont les insuffisances de ce système? Il faut le connaître. Il faut le connaître. Pourquoi les gens pensent que on peut tout simplement manger bio et bien se porter? C'est pas faux. Je vais vous faire des similitudes par exemple. Quand vous prenez les animaux, on ressemble à l'animal. Est-ce que vous pouvez passer la nuit dans une chambre avec un lion? Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut vous manger. Par contre, est-ce que vous pouvez passer la nuit dans une chambre avec le mouton? Hein? Avec une chèvre? La grande différence sur le plan alimentaire entre les deux, c'est quoi? L'un est carnivore et l'autre est herbivore. Et du coup, vous allez voir que l'herbivore est doux. L'herbivore est doux, le carnivore, lui, est violent. Est-ce que vous avez essayé de réfléchir à ça? C'est une façon d'illustrer l'influence que l'alimentation peut avoir sur un être humain. C'est très bien. C'est très bien. Le problème qu'on a aujourd'hui, et qui est un gros problème, c'est l'influence de la technologie dans notre alimentation. L'influence de l'évolution dans notre alimentation. Je vais vous prendre des exemples simples. L'huile de palme, qu'on a condamné de tous les maux. Il y a une étude qui date de 2 semaines aux États-Unis. C'est la meilleure huile. Eux, ils ne cultivent pas l'huile de palme. Pourquoi vous dites que c'est pour vendre l'huile de palme? C'est vous qui cultivez celle-ci. Mais c'est la meilleure huile. Ça digère 10 fois plus vite que toutes les huiles végétales raffinées que vous avez sur le marché. Vous pouvez les citer vous-même. L'huile de palme. Et ça contient plus d'antioxydants que toutes les huiles raffinées que vous avez sur le marché. Je prends un défi qui va démontrer le contraire. Le problème, c'est un problème de quantité. Si vous prenez en excès, c'est pas bon. Si vous prenez de façon modérée. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Celui qui prépare à l'huile de palme, c'est celui qui est contraint d'utiliser l'huile de palme pour des raisons économiques. Et qu'est-ce qu'il fait? Il grille jusqu'à ce que ça devienne blanc comme l'huile raffinée pour consommer. Donc il tue tous les éléments nutritifs, il ramène ça au niveau de l'huile raffinée et il est content parce que ça brille. C'est l'influence de la technologie. Il faut comprendre. Ce que nous on apporte de plus, c'est attirer l'attention des gens sur les pratiques qui peuvent dénaturer cette pratique bio. Vous parlez de manger bio. Il y a des contraintes à manger bio. Vous êtes d'accord avec moi? Qui mange les carottes ici tous les jours? C'est riche en vitamine A, non? Les carottes. Mais il faut garder à l'esprit que c'est des doses journalières recommandées. C'est-à-dire que vous devez en manger une certaine quantité tous les jours. Si vous voulez donc manger les carottes pour votre vitamine A, ça veut dire qu'il faut non seulement manger tous les jours, mais il faut manger en quantité suffisante pour avoir la dose journalière recommandée. C'est des kilos de carottes que vous devez manger chaque jour. Combien de personnes peuvent le faire? Et c'est là où le pauvre et le riche se rejoignent. Là, il n'y a pas de différence. Que vous soyez riche ou pauvre, vous avez les mêmes carences. Les carences ne sont pas dues au niveau de pauvreté, c'est dû aux contraintes que l'environnement vous fait subir. Les manipulations de la nourriture. Si vous prenez le ndolé par exemple, combien de personnes ne savent pas comment on lave le ndolé? Ce que vous mangez, c'est le résidu. Tous les éléments nutritifs qu'il y a dedans, on a lavé pour enlever le goût amer. Et on ajoute à ça quoi? Beaucoup d'huile raffinée, beaucoup d'arachide. C'est bon à la bouche. Mais sur le plan nutritif, ne vous trompez pas. Les manipulations de la nourriture aujourd'hui, ça pose un problème grave. Et ces manipulations font donc perdre au repas les éléments nutritifs dont on a besoin, qui sont sensibles à la chaleur, solubles dans l'eau, solubles dans l'huile, qui disparaissent pour la plupart avant que le repas n'arrive à table. Vous imaginez donc que quelqu'un qui se nourrit exclusivement de ça vit des carences tous les jours. C'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est un problème l'alimentation avec les fast-food. C'est un problème. Et donc, non seulement il faut faire un effort maximum pour manger le plus de crudité qu'on peut, qui va compenser ses besoins en partie,
Mais il y a des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient ajouter à ça des compléments alimentaires. C'est un extrait des plantes qui contient ces éléments que vous pouvez prendre en supplément avec votre alimentation. C'est un concept qui ne se discute plus aujourd'hui. Le concept se discute aujourd'hui en termes de comment faire pour que ce ne soit pas contraignant. C'est-à-dire qu'avec une, deux gélules, vous avez votre complément et que ça ne vous coûte pas les yeux de la tête pour l'avoir. Voilà le débat. Le débat, ce n'est plus est-ce que c'est utile, c'est pas utile. C'est clair que tous les menus ont prouvé leur insuffisance à résoudre le problème de l'alimentation. Donc, il nous revient d'attirer l'attention sur les insuffisances des unes et des autres méthodes pour que, ensemble, on arrive à un état d'équilibre qui permette de bien se porter. Et vous prenez par exemple la lutte contre l'obésité, qui est un problème ici. Les femmes, leur premier souci, c'est de maintenir la ligne. La particularité que Health Horizon apporte, c'est de vous montrer comment le corps fonctionne de façon simple, pour que tout le monde, même dans les zones rurales, comprenne ce que c'est que le corps humain. Vous ne pouvez pas lutter contre l'obésité sans lutter contre le fondamental. Si vous êtes déshydraté tous les jours, vous ne pouvez pas perdre du poids, même pas en prenant n'importe quel produit. Ne mangez même pas à longueur de journée, vous ne pouvez pas. Parce que pour perdre du poids, il faut que la cellule échange. La cellule peut échanger. Et quand vous êtes déshydraté, la membrane cellulaire n'est plus... Phénomène d'osmose en troisième. Hein? L'eau passe du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et il faut que la membrane soit tendue. Ce qui tend la membrane cellulaire, c'est l'eau. Donc quand vous êtes déshydraté, la cellule n'est plus tendue, ça n'échange plus. Conséquence, les toxines restent dans la cellule et la nourriture reste à l'extérieur. Vous ne pouvez pas bien vous porter dans ces conditions. D'où l'intérêt de comprendre que si vous voulez faire un régime pour perdre du poids, vous devez associer de l'eau. Et on voit même des régimes ici dehors qui vous interdisent de boire. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc, comprenez que nous, on vient parler des mêmes choses que les gens semblent connaître, mais on rectifie les insuffisances qui font qu'à la fin, ça ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité. Merci. Donc voilà, merci infiniment de votre attention. Il y a un verre d'amitié, je crois, hein, au fond de la salle. Et les journalistes radio et télé, surtout, qui ont besoin d'avoir du son et des images, peuvent interviewer en privé le docteur Tapa. Merci encore une fois et bon retour chez vous. La recrudescence de certains phénomènes sociaux tels que les AVC et les cancers sont étroitement liés à notre mode de vie. Vous n'avez qu'à vous référer aux périodes antérieures et vous allez comprendre que ces mots qui sont aujourd'hui à la mode, il y a longtemps, n'étaient pratiquement pas connus. Et pour revenir à cette influence du mode de vie sur l'état de santé, vous allez voir que les contrariétés, le stress, c'est l'une des causes des AVC. C'est 75% de causes des AVC. Et si vous regardez la société aujourd'hui, comment elle évolue, vous allez voir que les sources de contrariété sont innées. Et c'est ça qui explique la recrudescence de ces AVC. Vous allez voir sur le plan alimentaire, on mange de plus en plus des produits manufacturés. On mange de plus en plus des produits qui ne sont pas frais. Et ça peut expliquer en partie pourquoi il y a une émergence de certains types de cancers, de certains types de maladies au sein de la société. Tels que évidemment. Alors, un conseil au public qui vous écoute, vous avez fait un constat, les Camerounais ont du temps pour tout, sauf pour leur santé. Oui, ce que je voudrais recommander au grand public, c'est de prendre en priorité la grande machine qui est le corps. Le corps est au centre de toutes les activités que nous menons et nous devons le prendre comme tel, c'est-à-dire le prendre en priorité en journée. Sans la santé, on ne peut rien, quel que soit ce que vous exercez. Si vous n'avez pas un état de santé adéquat, vous ne pouvez pas le faire. Donc il faut prendre du temps pour soi, chaque jour qui existe, pour prendre soin du corps. Et ça, c'est très 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 important. Il s'agit de se retourner vers la machine, vers l'opérateur principal qui est le corps humain. Et là, on ne saurait manquer du temps pour maintenir la machine qui produit. Nous, le délégué, par ma voix, était flatté de voir que beaucoup de gens, beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG s'intéressent au bien-être de ces populations. Nous ne pouvons que
demander aux autres de suivre le pas. La première des choses, quand le délégué prenait le bâton de commandement à la communauté urbaine en 2006, son cheval de bataille c'était le JCP, donc les Journées citoyennes pour la propriété. Bon, et nous nous rendons compte que l'association Health Horizon International est également en train d'œuvrer pour cela et nous ne pouvons que les encourager. Ce qu'on pourrait lui suggérer, c'est également de procéder par les affichages, c'est-à-dire pour que beaucoup de personnes soient également informées. Autre chose, nous aurions souhaité qu'une telle foire se déroule dans les quartiers un peu populaires où la cible serait plus atteinte. Par exemple, le complexe Camtel de Panda.